évacuations de malades sous respiration artificielle se poursuivent pour tenter de désengorger les services de réanimation. Une méthode inédite appelée à se répéter partout sur le territoire. Selon nos informations, un TGV complet est actuellement stationné en région parisienne. Il peut partir à tout moment. Ils viennent directement sur la droite, ils déchargent et ils repartent comme ça. Et c'est votre régulateur qui fait que ça plus de 4. Ce dimanche matin, comme des dizaines d'agents de la SNCF, Christophe Giraud est en première ligne face à l'épidémie de Covid-19. Ce qu'on fait là, c'est le travail de l'ombre en fait. Le plus important là, c'est ce qu'on appelle nous les norias d'ambulance, c'est-à-dire l'arrivée et le départ des ambulances. Parce que si ça bouchonne, après tout prend du retard. Christophe, habituellement chargé de la sécurité incendie, s'est porté volontaire pour assister l'opération. Il est prévu qu'il y ait 48 patients au départ, et la semaine dernière, on avait 36 patients. Il ressort et son brancard le retrouve Philibus. Ok, pas de problème. Si on ne communique pas en permanence avec le SAMU, à un moment, il peut y avoir un grain de sable dans le rouage, et ça peut ne plus fonctionner, et on peut se retrouver après à prendre un retard énorme par rapport aux horaires à tenir. Ironie du destin, Christophe a été sapeur-pompier de Paris pendant 24 ans avant d'intégrer la SNCF. Il ne croyait jamais un jour renouer avec le balai des ambulances. Dans mon ancien métier, le premier objectif, c'était de rendre service à la population. Et là, c'est une manière de la SNCF de rendre service à la population, au final, puisqu'on contribue au désengorgement des hôpitaux de la plateforme parisienne. Comme lui, depuis le 26 mars dernier, date de lancement du premier TGV médicalisé, plus de 200 cheminots se mobilisent pour aider à l'évacuation de ces malades placés sous respiration artificielle. Une première dans l'histoire du rail français. Dans une situation historique, il faut savoir aller chercher des ressources au-delà de notre zone de confort et se donner pleinement. Pour organiser chaque opération appelée Chardon, les équipes n'ont que 48 heures. Entre le premier appel du ministère de la Santé, la réalisation concrète de l'opération, on arrive à les monter concrètement en 2 jours. L'histoire débute ici, au Technicentre sud-est européen. Habituellement, Romain Rouanet et ses équipes sont chargés de l'entretien des rames pour assurer le confort des passagers. Il faut démonter les 4 sièges ici parce qu'en fait ça permet de passer le brancard. Désormais, c'est pour le bien des malades et des équipes médicales qu'ils vont transformer ce TGV. Sur le plan, en fait, on peut voir des croix et ça, c'est les sièges qu'il faut déposer suite à la demande du SAMU pour poser au fait tout ce qui va être les brancards dessus, voilà, où ils viennent se fixer sur les bâtis. Dans l'ensemble d'une rame, ça représente 112 sièges. J'ai reçu un coup de téléphone à 10h, 10h30 j'ai constitué mon équipe, 11h30 au maximum, on était tous là, en train d'intervenir sur la première rame, à démonter tout ce qui était les sièges, l'organiser et toutes ces choses-là. Là, il y a l'équivalent de 640 sièges, 20 porte-bagages et il y a l'équivalent de 110 tablettes. On n'a pas réfléchi. On nous a demandé de venir et puis on a trouvé important de le faire. Non loin des ateliers, le directeur d'établissement Yann Franche est aux manettes pour sélectionner les rames qui vont partir dans ces missions. Là, typiquement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a là-dedans. À travers le carnet de santé de ces rames, on peut voir déjà toutes les activités de maintenance qui sont en cours dans le panier. On peut avoir une détection de rupture archet qui nécessite un passage à l'atelier pour changer un pantographe. Ce type d'événement est tracé dans cette base-là et on est capable de suivre donc, en temps réel dans quel état se trouvent nos rames. Mais typiquement, la 815 n'a pas de restriction, elle avait été choisie pour ça. 609 et 804 de la 21, tu es bon pour la gare. Eh écoute, je t'annonce, ce sera à l'ouverture, tu peux fermer tes portes. À la gare d'Austerlitz, une très précieuse livraison vient d'arriver. Baptiste Oberlin, directeur de la gare d'Austerlitz,
vit désormais depuis le début de l'épidémie au rythme de ces trains pas vraiment comme les autres. Là, on est en train de charger les bouteilles d'oxygène. On a été livré de 210 bouteilles d'oxygène tout à l'heure. Il y en a 240 qui vont arriver là. En tout, on aura 450 bouteilles à répartir dans le rames. On a appelé le SAMU et ils nous ont donné la répartition qu'ils voulaient des bouteilles, entre ce qu'ils voulaient en bas, ce qu'ils voulaient en haut, en fonction des voitures. En fait, cette crise, elle nous touche tous. Ces trains sanitaires qui sont mis à disposition, c'est l'occasion pour nous, à la SNCF, à la garde de service, de dire nous, on contribue à quelque chose, on contribue à essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Avec l'arrivée du matériel médical, les 2 TGV se transforment peu à peu en unités de réanimation. Il y a un an, nous travaillions un exercice qui s'appelait d'ailleurs Chardon. C'est donc que nous avions en tête que le TGV était un moyen sécuritaire de transfert de patients. Et c'est pour ça qu'on a pu le faire aujourd'hui. C'est qu'on l'avait travaillé depuis un an avec la SNCF, de savoir comment on pouvait installer les malades, comment ils supporteraient les choses. Et cet exercice nous a permis d'apprendre énormément, qui fait qu'aujourd'hui, on est opérationnel en vrai. Sur les quais, l'alimentation électrique est au cœur de toutes les attentions, car il faut éviter à tout prix toute panne sur ces TGV sanitaires, quel que soit l'endroit. Ça, en fait, c'est des installations que nos équipes énergie ont mis en place sur toute la longueur du quai. En fait, elles sont là pour permettre un moyen de branchement en fait, des installations médicales qui vont être amenées ici. Les opérateurs ont passé à peu près une demi-journée à pouvoir équiper l'intégralité du quai, à ramener les équipements, les enrouleurs, les groupes électrogènes, pour permettre en fait qu'en cas même de panne ou de souci d'alimentation électrique, on puisse maintenir les alimentations de l'ensemble de nos installations. À cet instant de l'opération, la gare d'Austerlitz est sous haute sécurité avec les agents de la surveillance générale postés aux endroits stratégiques. Le rôle des agents de la SUGE dans ce genre de dispositif, ça va être d'une part notre rôle quotidien, la sûreté des gens, du matériel. Ce rôle il est primordial parce que demain matin, quand les premiers patients vont arriver, il faut que la zone elle soit stérile, que personne n'ait pu entrer. Au nord de Paris, dans le quartier général, Nicolas Faugeroux et la Direction nationale de la sûreté ferroviaire veillent sur le dispositif. Si le train est dégradé, il ne partira pas le lendemain et ça fait tomber la mission par terre. Donc effectivement, il faut qu'à ce niveau-là, la sûreté soit la plus large possible. En toute discrétion, quelques heures avant le départ, un plan de sécurité hors norme s'est mis en place au point stratégique pour que rien n'entrave la marche des TGV médicalisés. Quand le TGV quitte la zone grande vitesse pour rentrer sur un réseau plus classique, et là, effectivement, autant sur les lignes grande vitesse, il n'y a pas de passage à niveau, autant sur de la petite ligne ou de la ligne régionale, là, on a des passages à niveau. Et donc, à ce titre-là, le travail qu'on a mené, nous, en tant que sûreté, en relation avec la gendarmerie et sur la base des partenariats que l'on a au quotidien avec eux, c'est de leur dire, voilà les points sensibles, et la réponse de la gendarmerie est automatique, c'est très bien, on va tenir ces points sensibles pour que justement tout soit fluidifié et finalement qu'on ait évité un aléa et une possibilité de percussion. Retour à la gare d'Austerlitz, où Baptiste Oberlin peaufine les derniers détails. Sous escorte policière, donc il y a fort à parier que les délais de route seront extrêmement réduits. Baptiste Oberlin pour Austerlitz, donc je confirme bien que les rames sont là, elles sont accrochées, elles sont prêtes, toutes les bouteilles d'oxygène ont été chargées, l'avitaillement a été chargé, coffret boisson, eau, café. Le confinement décidé par les autorités sanitaires a bousculé les habitudes de travail. En coulisses depuis 24 heures, des dizaines d'agents SNCF se sont mis en action à distance depuis leur domicile, transformé pour l'occasion. C'est le cas chez moi. Installation spéciale confinement, je passe entre 8h et 19h ici et j'ai de quoi noter, de quoi être en communication avec mes équipes. Voilà la mini-salle de crise du DNO à 800 km de Paris, donc en télétravail. On a vite compris qu'on allait monter dans un contexte complètement inédit, complètement exceptionnel, avec des personnels qui travaillaient depuis chez eux, en télétravail. Pareil, toutes les équipes informatiques ont œuvré pour mettre en place des passerelles pour qu'on puisse se connecter à distance sur le poste de travail.
À chaque fois des missions bien particulières, toutes essentielles à la bonne marche du train qu'il faut organiser dans un temps record. Ce qui est difficile, c'est le temps, et bien évidemment, c'est 48. Tout le parcours de ces TGV, les équipes de Il faut être capable d'apporter la réponse dans un délai court, de manière à pouvoir faire en sorte que tout cet assemblage permette d'aboutir à la circulation en temps donné du train. C'est-à-dire qu'il faut trouver des équipages, il faut trouver un sillon, donc tout un tas de contraintes nouvelles. Mieux vaut privilégier cette gare-là plutôt qu'une autre, parce que dans cette gare-là, ça va être très difficile de faire un transfert de malades. Tout le monde veut participer à ce type de train et ça peut se comprendre. Toutes les équipes sont doublées et placées en alerte avant le passage du train. Surmonter les unes après les autres. On s'est fait la réflexion côté réseau qu'il ne serait pas admissible par l'opinion publique, par les services de santé, mais surtout par les malades, de retrouver un train bloqué en pleine voie parce qu'un signal ne fonctionne plus, par exemple, et qu'on doit attendre ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure qu'un technicien vienne le dépanner. C'est le jour J pour les équipes de la SNCF. Dispositifs policiers, ambulances, médecins, infirmiers. À 5 h du matin, la gare d'Austerlitz est une gigantesque fourmilière. On est parti, ça monte. Ces patients arrivent de tous les hôpitaux d'Île-de-France. Placés sous coma artificiel, ils ignorent tout des manœuvres en cours. Je trouve impressionnant la coordination logistique et le professionnalisme des équipes médicales. C'est hyper répété, extrêmement organisé. Et après, c'est assez émouvant de voir autant de personnes essayer de sauver un malade. Et c'est sûr qu'on essaye vraiment d'avoir l'obsession sur ces opérations de tout sécuriser à 2000%. Chacun des trains, chacun des chardons qu'on fait permet d'évacuer l'équivalent du nombre de patients normal en réanimation d'une ville de 200 000 habitants. C'est intrinsèquement des opérations risquées. Transporter à grande vitesse des patients en réanimation, les chemins de fer ne sont pas faits pour ça. Il n'y a jamais zéro risque dans une opération, mais en tout cas, tout ce qu'on identifie, on met en place des plans B, des plans C, pour être capable de parer à toute éventualité. Tout le parcours, on a mis en œuvre tout ce qu'il fallait, tous les diesels de secours qui sont en chauffe partout. Il y a des trains-balais qui passent avant, éventuellement avec des tronçonneuses pour enlever s'il y a des arbres, des choses comme ça. Il y a une énorme préparation en amont. Puis on double toutes les équipes pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. On double les rames aussi, plus toutes les salles de crise qui sont ouvertes. À quelques centaines de mètres de la gare, la concentration est maximale pour Franck Dutheil et son équipe d'aiguilleurs. Alors actuellement, les rames médicalisées sont sur la voie 5 et la voie 6 de la gare de Paris-Austerlitz. On connaît les enjeux de ces rames médicalisées et on sait qu'il y a une attention particulière à leur apporter et notamment être vigilant sur l'heure de départ et le suivre au moins jusqu'à la sortie de notre secteur. Le poste de contrôle assure la surveillance des voies sur les 10 premiers kilomètres du trajet. C'est le premier maillon d'une immense chaîne de commandement qui veille à ce que rien n'entrave les voies du TGV médicalisé. À quelques minutes du départ, Franck Dutheil est contacté en urgence par la cellule de crise. Quand il y a un problème, ils attendent une confirmation d'un médecin pour le sujet de la possibilité de transporter ou pas un des malades. D'accord. Ok, nous c'est grand ouvert pour lui. On a eu le conducteur en relation. On s'est mis en relation avec le conducteur, il nous tient au courant dès qu'il est bon au départ, mais pour l'instant ça ne nous gêne pas, on laisse ouvert. On sent un petit peu de pression dans le poste, on sent que c'est pas non plus un TGV anodin. Finalement, l'inquiétude est levée. Le départ a lieu comme prévu. Ok, dès que tu es prêt, de toute façon c'est ouvert pour toi, tu pourras partir et puis tu passeras en priorité, sera ouvert pour toi pour ton passage.
À Orly, Sébastien Duez quitte lui aussi son confinement pour rejoindre son poste d'aiguillage. Le technicien est sur place pour prévenir toute panne de dernière minute. Avec l'aide de l'aiguilleur, je vais surveiller les signaux, les aiguilles, les circuits de voie. Le TGV médicalisé quitte comme prévu le réseau d'Île-de-France pour rejoindre les grandes lignes. À l'intérieur du train, un dispositif de sécurité sans précédent a été mis en place. Nous sommes dans la rame de tête, surnommée la rame bouclier. Elle protège les voitures où se trouvent les malades contre toute collision. On n'est pas à l'abri, compte tenu du peu de circulation qu'on a actuellement, d'avoir du gibier qui passe au devant de la rame. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fonction du choc, on peut se retrouver avec une rame qui est inutilisable. C'est inacceptable vis-à-vis d'une rame qui transporterait des malades. Dans son quartier général improvisé, Pierre Théron analyse le tracé en temps réel. On s'est rendu compte que l'utilisation de ce système de freinage avait des conséquences sur l'alimentation électrique des équipements, des équipes sanitaires. Donc à partir de ce moment-là, on a développé une autre méthode de conduite qui permet de faire des freinages en douceur tout en n'amenant pas de conséquences pour les équipements branchés derrière. Dans la motrice, un tandem de conducteurs a pris place. En réserve, 2 autres conducteurs sont prêts à assurer la relève. Frédéric et Grégory, eux aussi, ont l'œil rivé sur les écrans d'ordinateur. T'auras le VXT, Greg, tu pourras me le transmettre, s'il te plaît? En cas de défaillance électrique, les 2 techniciens sont prêts à intervenir. On sait à l'instant T s'il y a un problème ou pas. On n'est jamais à l'abri d'un aléa, donc notre mission aussi, c'est en cas de problème, de rétablir le courant le plus vite possible. Jamais la consommation électrique n'avait été aussi forte sur une rame de train dans l'histoire du TGV. On n'est plus sur des chargeurs de téléphone, on n'est plus sur des ordinateurs, on est sur des choses un peu plus conséquentes en termes de consommation électrique. Et concrètement, c'est aujourd'hui, c'est ce qui tient les patients qui sont derrière à la vie. Pour le coup, on s'approche quasiment du maximum admissible pour la rame. L'émotion, elle commence sur le quai. Quand on voit l'embarquement des patients qui sont en grande souffrance, il y a forcément un émotionnel qui joue. Et voilà, on est concrètement face à l'épidémie, face aux gens qui souffrent, on est automatiquement impliqué. Automatiquement. Cette émotion, nous allons en avoir un aperçu à Poitiers, où un comité d'accueil attend à l'heure prévue le train sanitaire. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Futuroscope. 36 et 10 secondes pour une arrivée prévue à 37. C'est pas comme ça. Oui, très bien. Il vaut mieux avoir de l'avance. Très bien. Surtout dans ce cas de figure. C'est clair. 12 premiers malades vont être débarqués pour rejoindre les hôpitaux de la région. Les 2 contrôleurs, Emmanuel et Philippe, surveillent la manœuvre à distance, car la procédure leur interdit de s'approcher trop près pour ne pas être exposés au virus. De toute évidence, on ne s'attendait pas à une telle scène, évidemment. Je pense que ce soit ici ou ailleurs, les gens ont tous été un peu surpris par ce qui est arrivé. L'importance de ce qui se passe. Et puis, de se dire que on a un rôle un peu à jouer dans cette histoire-là. Et puis, de faire avancer les choses et d'en sortir le plus vite possible. Avec quelques minutes d'avance, le train repart vers son arrêt final, la gare de Bordeaux-Saint-Jean, placée sous haute sécurité. Aucune panne électrique à signaler, l'équipage n'aura pas eu besoin des groupes électrogènes. Tout s'est passé comme c'était prévu. On a appelé tous les postes en amont pour savoir si la circulation allait bien se passer. Et puis tout le monde y a mis du chien et ça s'est super bien passé. Il est 20h, le TGV peut repartir sur Paris.
Hasard du calendrier, Emmanuel le contrôleur réalisait aujourd'hui son dernier voyage avant son départ en retraite, après 40 ans passés dans l'entreprise. Bonsoir Emmanuel, je viens d'apprendre que tu faisais ton dernier train. Et quel train? Voilà, la boucle est bouclée, quoi. 40 ans de travail qui s'arrête ce soir. J'aurais jamais pensé terminer comme ça. Ce sentiment de service, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans cette optique-là et ça correspond finalement à ce que j'attendais de l'entreprise, ce que j'ai toujours attendu. Et ça me plaît. C'est vrai, je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. La dernière photo d'Emmanuel dans l'entreprise sera l'un des souvenirs de la plus grave épidémie survenue en France depuis près de 100 ans. Il reste encore une étape pour le TGV médicalisé. Retour au Technicentre sud-est européen pour une opération très délicate, la décontamination. C'est Jérôme Benazet qui supervise la procédure avec Eric, son prestataire. Eric, là, il est équipé, il prépare son travail, donc il a déverrouillé les portes. Là, les produits, on va les disposer au bon endroit. Donc on prépare les 2 rames, voilà, du bout en bout. On a quand même 400 mètres, donc on est méticuleux. Et après, on va commencer le boulot. Malgré la chaleur de sa combinaison, Eric déclenche une à une les cartouches de gaz décontaminant. C'est pas un train comme les autres et en même temps on le fait régulièrement. Eric me disait 1 fois par mois il s'entraîne, où il fait de la veille, du maintien des compétences, donc il le fait 1 fois par mois. Là ce qui change c'est la fréquence, c'est qu'il le fait régulièrement. Il nous disait cette semaine c'est la 6e fois qu'il le fait, là où il le fait 1 fois par mois. C'est bon Eric? Là on laisse tourner. Ouais, pendant 1 heure, rien du tout. Et dans 1 heure, on met le jus. Okay. Après une nuit de repos, ultime opération, l'enlèvement des bouteilles d'oxygène. On retrouve Romain et ses collègues de la section confort, les mêmes qui avaient procédé au démontage des sièges 48 heures avant le début de l'opération. C'est la fierté et l'implication de l'ensemble du personnel, peu importe le grade dans la hiérarchie. Aujourd'hui, tu as des dirigeants, tu as des chefs d'équipe, tu as des collaborateurs et tout le monde est fier de pouvoir participer à quelque chose qui est inédit au sein de la SNCF.